30 mars 2019, nous sommes à Columbia en Caroline du Sud. Les agents de police de la ville viennent de repérer un véhicule suspect. Depuis la veille, ils cherchent un véhicule pouvant correspondre à celui qui circule devant eux. Il est 2h30 du matin et ils décident de procéder au contrôle de la voiture. Après avoir actionné leur gyrophare et fait stationner le véhicule, les policiers se rendent au contact du conducteur. Arrivé à hauteur de la portière, le policier constate que le conducteur est un homme d'environ 25 ans. Il semble assez nerveux. Sans prévenir, l'individu tente d'échapper aux policiers et prend la fuite. Les agents réussiront à maîtriser l'individu et à l'interpeller. Pourquoi cet homme a-t-il essayé de fuir? Qu'est-ce qui a pu motiver cet acte? Restons à Columbia, mais revenons 2 jours en arrière, le soir du 28 mars 2019. Samedi 28 mars 2019, la jeunesse américaine fait la fête. C'est le week-end. Comme chaque week-end, de nombreux étudiants de l'Université de Caroline du Sud se sont rendus à Columbia. Ils décompressent d'une semaine éprouvante d'examens et de cours. Parmi eux, Samantha, 21 ans, une jeune et jolie étudiante. Elle est sortie faire la fête avec quelques amis et elle a l'air de plutôt bien s'amuser. Aux alentours de 2h du matin, elle décide de retourner à l'université et pour ce faire, emprunte un Uber. Elle quitte ses amis et personne ne la reverra vivante. Qu'est-il arrivé à Samantha Josephson? Bonjour à tous, c'est SH. Aujourd'hui, une terrible histoire. Elle va nous interroger sur la sauvagerie et à quel point un homme peut cacher un monstre sanguinaire. Avant tout, merci à tous. On est plus de 10 000 sur la chaîne et c'est vraiment incroyable. Alors pour tous ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir. Quant à nous, on est parti pour cette nouvelle histoire de crime. Samantha Josephson est née le 13 août 1997. Elle a grandi à Robbinsville dans le New Jersey. C'est le deuxième enfant de Marcy et Seymour Josephson. Les parents de Samantha se sont rencontrés au lycée. Seymour travaillait dans un supermarché où Marcy se rendait tous les jours pour faire quelques courses. Marcy se dirigeait systématiquement à la caisse de Seymour pour régler ses achats. Un beau jour, un ami commun les a officiellement présentés. Une jolie romance a débuté. Ils ont alors eu leur première fille, Sydney, la sœur aînée de Samantha. Elle a environ 2 ans de plus qu'elle. Les deux sœurs sont très proches. Sydney surnomme d'ailleurs Samantha bébé. Samantha, c'est une jeune femme joyeuse et ouverte. Elle s'entend avec tout le monde. Ses amis l'appellent tous Sammy et ses parents la surnomment Goofy. Jessica, la meilleure amie de Samantha, dit d'elle qu'elle a soif de vivre et qu'elle était un rayon de soleil pour tous. Pour l'anecdote, à l'adolescence, Samantha était fan de Justin Bieber, le chanteur. Et à l'un de ses concerts, elle s'était peint le visage pour attirer son attention. On peut dire qu'elle avait de la suite dans les idées. Un de ses professeurs de collège la décrira comme une personne essayant de s'améliorer au quotidien. En 2015, Samantha est diplômée du lycée de Robbinsville. Elle débute des études et en 2018, dans le cadre d'un projet Erasmus, elle se rend une année à Barcelone en Espagne. Elle fait ce voyage avec sa sœur Sydney. Les deux jeunes femmes sont clairement inséparables. Leurs parents étaient tellement fiers de leur fille et de ce qu'elles accomplissaient ensemble. Enfant, Samantha avait des centres d'intérêt propres aux jeunes filles. La beauté, le maquillage et la coiffure. Elle avait même envisagé à une époque d'étudier la cosmétologie. Mais finalement, elle a décidé de prendre une voie totalement différente. Samantha était une fille avec de grands rêves et de grandes aspirations. Elle disait souvent à ses proches qu'elle était déterminée à changer le monde. Elle voulait faire la différence et a donc décidé de devenir avocat. Les parents Josephson soutiennent leurs 2 filles et veulent qu'elles étudient dans les meilleures écoles. C'est en visitant l'université de Caroline du Sud que Samantha a su que c'est dans cette école qu'elle voulait étudier après avoir fini le lycée. Personne n'a été surpris quand elle a reçu sa lettre d'acceptation. Mais au final, Marcy et Seymour étaient assez réticents à la voir partir. Elle était née et avait grandi dans le New Jersey. Ce n'était pas une fille du Sud. En effet, la mentalité entre l'Amérique du Nord et celle du Sud est très différente. La famille en a beaucoup discuté et son père pensait que le Sud était trop différent de ce que pouvait connaître Samantha. Il pensait que le Sud était à l'opposé de ce qu'elle avait pu vivre, et il avait peur pour elle en tant que jeune femme de confession juive.
Les parents Josephson s'inquiétaient également pour sa sécurité, et partir si loin dans un autre état n'était pas pour eux une bonne décision. Ils ont finalement accepté et sont tombés d'accord. Ils ont conclu que Samantha serait sûrement plus en sécurité dans une université de province plutôt que dans une grande ville. L'université de Caroline du Sud est une université de recherche publique se trouvant dans la ville de Columbia. L'université a été créée il y a plus de 200 ans. Au sein de cette école, il existe plus de 300 formations diplômantes allant de la licence au doctorat. Droit, médecine, ingénierie, tous les cursus possibles et imaginables. Le sport est aussi la tradition et ses valeurs sont essentielles au sein de l'école. La mascotte de l'université est un coq qui s'appelle Gamescock. Leur équipe de football s'appelle les Coqs de combat et c'est l'une des meilleures équipes universitaires d'Amérique. L'université est aussi composée de nombreuses fraternités et sororités. Les Josephson déposaient Samantha dans sa nouvelle école le jour de ses 18 ans. Et de ce que l'on en sait, elle a immédiatement été intégrée. Elle dira même à ses parents peu après son installation qu'elle passait les meilleurs moments de sa vie dans cette école. Mais ça n'empêchait pas les parents de Samantha de s'angoisser. Elle était si loin du New Jersey qu'ils étaient quand même très inquiets. Jersey était à 12 heures de route en voiture de l'université. Seymour et Marcy savaient qu'ils ne seraient pas en mesure de faire quelque chose rapidement si Samantha avait besoin de quoi que ce soit ou s'il lui arrivait quelque chose. Durant son séjour à l'université, Samantha a rencontré l'amour. Il faut dire que c'est une jolie jeune femme pétillante et positive. Une jeune femme avec des yeux de biche et de longs et soyeux cheveux noirs. Elle rencontre son petit ami à l'université et c'est le coup de foudre. Il s'appelle Greg. Samantha dira à ses amis que c'est l'homme idéal. Elle est follement amoureuse. Les deux jeunes amoureux sont fusionnels, s'envoyant constamment des messages et se téléphonant dès que possible. Ils avaient d'ailleurs l'intention de construire leur avenir ensemble. Ils avaient même prévu de s'installer ensemble tout en continuant leurs études. Greg était d'un soutien immense pour Samantha. Ce fameux soir du 28 mars 2019, Greg n'est pas là. Il est parti dans sa ville natale pour rendre visite à sa famille. Il incite Samantha à sortir, s'amuser, et lui dit qu'il la rejoindra un peu plus tard dans la soirée. D'ailleurs, Samantha a bien besoin de se changer les idées. Un peu plus tôt dans la journée, ses parents lui ont appris qu'un membre de sa famille avait déclaré une maladie grave. Elle part alors avec sa colocataire et un petit groupe d'amis pour le quartier des Five Points, lieu de fête des étudiants de la ville. Après avoir fait quelques bars, le groupe d'amis arrive au Bird Dog, un bar étudiant où ils aimaient passer leur fin de soirée. Même si Samantha est heureuse et s'amuse, Greg lui manque. Les deux amoureux continuent à s'envoyer des tas de SMS. Elle le supplie d'ailleurs de revenir de sa ville natale, qui est à 2 heures, pour passer la nuit avec elle. Elle avait besoin de lui suite à la mauvaise nouvelle qu'elle avait appris. Ils tombent finalement d'accord pour se voir le lendemain soir. Peu après 2 heures du matin, Samantha décide de retourner à son appartement. Ses amis souhaitant continuer la fête, elle utilise l'application Uber pour commander une voiture. En attendant son chauffeur, elle appelle une nouvelle fois Greg. Elle l'informe qu'elle attend le chauffeur Uber et qu'elle va rentrer chez elle. Ce n'est pas la première fois que Samantha utilise l'application et elle l'avait souvent utilisée pour rentrer le soir en sécurité. Lorsque le chauffeur arrive, Samantha coupe la conversation avec Greg. Elle se précipite alors vers le véhicule, qui est une Chevrolet Impala noire, et s'engouffre à l'intérieur. Mais Greg étant le petit ami attentionné qu'il est, il va suivre les déplacements de Samantha grâce à une autre application. Il s'agit d'une application permettant de géolocaliser ses proches. En effet, Greg veut s'assurer que Samantha rentre bien chez elle, en toute sécurité. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette application, elle permet de voir en temps réel où se trouve un contact et vers où il se dirige. Alors que Greg suit attentivement les mouvements de Samantha sur la carte, il remarque qu'elle se rend dans le sens opposé à son appartement. Ça ne le perturbe pas plus que ça au début. Il se dit qu'elle va peut-être chez une amie ou qu'elle a une course à faire avant de rentrer. Il décide quand même de lui envoyer un texto pour voir si tout va bien. Il ne reçoit aucune réponse, alors il l'appelle mais personne ne décroche. Il essaye de lui envoyer d'autres messages qui restent non lus. Il dira plus tard que ce n'était pas habituel et que quelque chose n'allait pas. Et les peurs de Greg se confirment. Aux alentours de 2h45, le téléphone de Samantha cesse de partager sa position sur l'application. Greg a pourtant une réaction bizarre. Il pense simplement qu'elle a oublié son téléphone dans le Uber. Il appellera la colocataire et les amis de Samantha pour savoir s'ils ont eu des nouvelles de la jeune femme, mais s'arrêtera là. Il ne se posera pas plus de questions et il ira se coucher.
C'est au réveil le lendemain matin qu'il apprendra que la colocataire de Samantha a signalé sa disparition. Elle n'est pas rentrée de la nuit. Il fera alors les 2 heures de route le séparant de Columbia pour venir aider aux recherches. Les recherches ne vont pas durer longtemps. C'est un groupe de chasseurs qui, durant une excursion, va découvrir le corps de Samantha dans une zone boisée. Son corps est à environ une centaine de kilomètres du bar où elle a été vue pour la dernière fois, lorsqu'elle est montée dans un Uber. Quand son corps a été retrouvé, cela faisait moins de 24 heures qu'elle avait disparu, et c'était bien la dernière fois sur la vidéo de surveillance qu'elle serait vue vivante. Ce qui était arrivé à Samantha était d'une violence et d'une atrocité inouïes. Sur place, les médecins légistes ont constaté qu'elle avait été poignardée à plus de 120 reprises, un acharnement animal de l'agresseur. Elle n'avait pas une seule partie du corps qui ne présentait pas d'entaille. Selon les spécialistes, l'arme utilisée était un couteau à double lame d'une taille de 15 cm environ. Après l'agression, le monstre qui lui avait fait ça l'a traînée dans les bois et l'a laissée sur place où elle aurait fini de se vider de son sang. Après l'examen de son corps, il s'avérera qu'il lui restait l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de sang dans le corps. Les légistes ont d'ailleurs eu du mal à en avoir assez pour pratiquer les tests toxicologiques. Les constatations démontreront également que Samantha s'était battue pour sa vie. En effet, elle présentait de nombreuses plaies aux mains, démontrant qu'elle avait tenté de se protéger. Les enquêteurs savaient que Samantha n'était pas venue seule dans ces bois. Ils ont pu très facilement extraire les séquences de vidéosurveillance du bar. Ils ont alors identifié la voiture dans laquelle elle était montée, la fameuse Chevrolet Impala noire. Le plus effrayant est que les vidéos de surveillance extraites d'autres endroits montraient la voiture tourner dans le quartier, comme un prédateur à l'affût d'une proie. L'enquête se poursuit et des éléments surprenants sont mis en avant par les enquêteurs. La police fait savoir dans un premier temps aux médias que Samantha est montée par accident dans le véhicule de son assassin. En effet, le vrai chauffeur de Samantha est arrivé quelques secondes après sur les lieux pour la prendre en charge. Mais quand il a vu qu'elle n'était plus là, il a simplement annulé la course. Il était évident pour les enquêteurs, à ce moment-là, que la voiture dans laquelle elle était montée n'était pas son Uber. La première hypothèse est que Samantha s'est rapidement rendue compte que le véhicule n'était pas celui qu'elle avait commandé et qu'elle avait été piégée à l'intérieur avec par exemple un système de sécurité enfant pour empêcher l'ouverture des portes. Les enquêteurs lancent alors une alerte locale avec la description de la voiture pour les policiers en patrouille sur la voie publique. Et ça ne prend pas longtemps. Le lendemain de la découverte du corps de Samantha, un policier en patrouille dans la zone où elle a disparu tombe sur un véhicule correspondant en tout point à la description. All right, man, you're gonna have to step on out, man. All right, here's the deal, man. I pulled your car over because it matches the suspect. Get your hand in your pocket. What are you, crazy? Get over here. Hey, get over here. Go, we're running. Hey, I'm gonna release the dog. I can't. I was just gonna see if he'll stop. Bravo Mike wearing a gray sweatpants, gray sweatshirt. Wakima, doors blocked, 500 block. Nunez, keep going, he's gonna be on your left. Pour les policiers, dans le véhicule de l'homme interpellé, c'est le jackpot. Ils découvrent un tas d'indices, leur confirmant qu'il s'agit bien du véhicule repéré sur les vidéos de surveillance. Dans un premier temps, l'homme est identifié. Il s'agit de Nathaniel Roland, un homme de la région, ancien étudiant à l'université de Caroline du Sud. Dans un second temps, le véhicule de Roland s'avère être une véritable caverne d'Ali Baba. En effet, il n'a fait aucune tentative pour tenter de nettoyer les traces du crime. Les policiers découvrent de grandes traces de sang sur la banquette arrière, mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Une clé USB appartenant à Samantha est retrouvée dans la portière avant du véhicule. L'élément, le plus incriminant et le plus flagrant, le téléphone portable de Samantha est retrouvé sous le siège conducteur. Roland avait tenté de revendre ce téléphone dans l'après-midi à un prêteur sur gage, mais l'offre de rachat de 125 $ ne le satisfaisait pas. Alors il a simplement laissé cette preuve essentielle dans sa voiture. Les policiers identifieront également Roland sur les caméras de surveillance tentant des retraits d'argent avec la carte de Samantha.
Grâce à ces éléments, ils retraceront son parcours entre le kidnapping et son arrestation. Qui est ce Nathaniel Rowland? Et pourquoi a-t-il perpétré un crime d'une telle sauvagerie? Comme je vous l'ai dit, Rowland est un homme originaire de la région de Columbia. Il a 24 ans et il vit à une centaine de kilomètres de la ville. Pile dans le secteur rural où le corps de Samantha a été retrouvé. Lors de l'enquête, il appert que Rowland n'est plus étudiant depuis 2017 et vit de petits boulots. Les enquêteurs apprennent qu'il est connu des services de police depuis 2018. En octobre de cette année-là, il a commis des escroqueries et fait des usages de faux. Il a aussi été suspecté d'un carjacking. En octobre toujours, 2 hommes ont agressé une femme à un feu rouge. Ils ont forcé la victime à effectuer des retraits d'argent et ensuite l'ont obligé à les conduire à son domicile. Là, ils ont volé l'argent, les bijoux et des consoles de jeux vidéo. Rowland avait été celui qui avait revendu une partie des biens de la victime. Mais la police n'avait pas pu prouver sa présence le jour des faits. Il a aussi une petite amie avec qui il partage sa vie et son domicile, Maria Howard. C'est elle qui se trouve dans le véhicule avec lui le soir de son arrestation. La police obtient dans la foulée un mandat de perquisition et se rend à leur domicile. Et là, c'est un nouveau jackpot. Ils trouvent de nouvelles preuves qui relient Rowland au meurtre de Samantha, notamment un papier taché de sang qui est retrouvé dans une poubelle de la maison et sur lequel est écrit le matériel nécessaire du parfait tueur. Dans la poubelle se trouvent également des lingettes et du ruban adhésif taché du sang de Samantha. La cerise sur le gâteau, l'arme du crime est également retrouvée lors de la perquisition et elle est encore tachée du sang de Samantha. De retour au poste de police, Rowland sera soumis aux prélèvements prévus dans ce genre d'affaires. La police scientifique identifiera alors l'ADN de Samantha sous les ongles de Rowland. Et pour finir, son téléphone sera retracé sur les lieux de la découverte du corps. On peut dire que Rowland est cuit et que l'accusation dispose d'un dossier plus que solide pour le procès à venir. Rowland est mis en accusation pour enlèvement, séquestration et meurtre, et dans l'attente de ce procès, il est placé en détention. Avant le début du procès, la famille et les amis de Samantha organisent une veillée en sa mémoire à Robbinsville, où elle a grandi. Chacun prendra la parole pour raconter leur histoire de vie avec Sam et lui rendre un bel hommage. Le procès débute le 22 juillet 2021 et il va être psychologiquement difficile pour la famille de Samantha. Malgré la montagne de preuves accumulées, les avocats de la défense tentent de disculper Rowland. Et cela sur le simple fait que son ADN n'a pas été retrouvé sur le corps de Samantha. Mais les preuves sont trop nombreuses. Lors du procès, un expert en calligraphie, soit un expert en écriture, est amené à témoigner. Il confirme après étude de la liste retrouvée qu'il s'agit bien de l'écriture de Rowland. On peut donc en déduire que son acte était prémédité. Bien sûr, pour Samantha, ça a été un pur hasard. Ça aurait pu être n'importe quelle jeune femme ce soir-là. Durant le procès, 31 témoins seront cités à comparaître par l'accusation. Le prêteur sur gage, l'ex-petite amie de Rowland, qui déclarera que leur fille commune, après être montée dans la voiture de son père, avait du sang sur ses semelles de chaussures. Témoignage plutôt intéressant. Quant à la défense, ils n'ont cité aucun témoin en faveur de Rowland, qui pourtant clame son innocence. Personne n'est venu témoigner en sa faveur, même pas un membre de sa famille, pour essayer de le présenter sous un meilleur jour. Le juge confirmera et condamnera Rowland à la prison à vie sans possibilité de libération. Il est étonnant que les procureurs n'aient pas demandé la peine de mort pour un crime aussi sauvage. Après la condamnation, la mère de Samantha lira un message déchirant. Son rêve était mon rêve, et sa mort était ma mort. Je ferme les yeux, et je ressens ce qu'elle a enduré 120 fois, entre ses mains. Encore, et encore, et encore, luttant pour sa vie, enfermée dans sa voiture. Je prie pour que lorsque Samy a fermé les yeux, elle a pensé à de belles choses, et que son visage diabolique n'était pas la dernière chose qu'elle a vue avant de rendre son dernier souffle. Il y a un élément gênant dans cette affaire. Il semble que le tueur n'a aucun mobile spécifique à part celui de l'ultraviolence. L'ultraviolence qui n'est pas un mobile habituel. En effet, pas de vol, pas d'agression charnelle, aucune relation entre Samantha et son bourreau. Personne n'a trouvé de motif solide à cet acte atroce. La seule erreur de Samantha, être montée dans la voiture d'un prédateur en chasse. Triste sort. Les parents de Samantha, Marcy et Seymour, ont décidé de fonder l'association Samantha Josephson, qui est une organisation à but non lucratif créée en mémoire de leur fille. Elle a pour but de sensibiliser les gens au danger des faux chauffeurs de taxi
et de promouvoir la sécurité des passagers. L'association travaille également à la mise en place de lois plus strictes pour que les chauffeurs de taxi et les services de transport partagés deviennent plus sûrs. Depuis sa création, l'association Samantha Josephson a travaillé avec des législateurs du Sénat américain, des universités, des entreprises de transport et d'autres organisations afin de promouvoir la sécurité des passagers et prévenir les crimes violents liés aux services de transport. L'association a également lancé une campagne de sensibilisation appelée What's My Name, qui encourage les passagers à vérifier les informations du chauffeur avant de monter dans le véhicule. En résumé, l'association Samantha Josephson est une organisation engagée dans la promotion de la sécurité des passagers et la prévention des crimes violents dans le cadre des services de transport. Du drame peut naître le bon. Est-ce que nos parents auraient pu penser à l'époque qu'on montrait en voiture avec de parfaits inconnus en étant mis en relation avec une appli sur un téléphone ? Samantha a été la victime d'un monstre sanguinaire et sauvage qui a profité de l'essor de ces nouvelles technologies pour assouvir ses envies de meurtre. Depuis cette affaire, une loi a été votée en Caroline du Sud obligeant les chauffeurs Uber à avoir une plaque d'immatriculation à l'avant de leur véhicule pour que leurs clients puissent les identifier quand ils passent les prendre. Abonnez-vous et restez branchés, la prochaine vidéo arrive bientôt. C'était SH. Bye bye.